Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet enregistrement que je fais un peu au dernier moment là, pour vous résumer tout ce chapitre sur la lumière, pour l'évaluation de mardi. Alors la vidéo va probablement être un petit peu plus longue que d'habitude parce que c'était un très gros chapitre, donc on démarre tout de suite par la première notion qu'on a abordée, hein, c'est-à-dire les spectres. On a commencé avec cette observation que lorsque la lumière blanche, par exemple la lumière qui venait du soleil, traversait soit de l'eau au quotidien qui forme les arcs-en-ciel, soit un prisme, vous aviez cette lumière blanche qui, en sortant, vous donne un certain nombre de couleurs. Historiquement, on parlait de 7, en réalité, il y en a une infinité. Couleurs qui sont reproduites ici et qu'on appelle donc le spectre de la lumière blanche. Ce phénomène, où un rayon qui semble blanc se décompose en un ensemble de couleurs, on appelle ça la dispersion de la lumière. Et donc, cette lumière blanche, en fait, est en réalité composée d'un grand nombre de couleurs différentes, dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 800 nanomètres, c'est-à-dire les couleurs que l'on voit. En réalité, cette lumière blanche est composée de beaucoup plus de couleurs différentes, sauf que nous ne sommes pas capables de voir les couleurs dont la longueur d'onde est en dessous de 400 et les longueurs d'onde les couleurs dont la longueur d'onde est au-dessus de 800 nanomètres. Concernant ces spectres, il en existe de différentes sortes en fonction de la lumière qu'on observe. Vous avez vu juste avant le spectre du soleil, mais vous pouvez aussi avoir ici le spectre d'un laser. Et donc dans ce cas-là, on se rend compte qu'on n'a aucune couleur à part une seule, une longueur d'onde précise. Vous avez les DEL, qui sont les ampoules entre guillemets modernes, on essaye en tout cas, qui sont constituées d'un ensemble de couleurs, mais d'une zone précise. Là, donc en l'occurrence, un ensemble de couleurs situé entre le rouge et le début orange, mais on n'a pas du tout les autres couleurs. Ou les lampes fluo compactes, où on se rend compte qu'elles sont composées que de quelques bandes là de couleurs, et qui en fait, quand vous les regardez, comme vous avez du rouge, du vert, du bleu, eh bien ça donne cette sensation de couleur blanche. C'est-à-dire la même couleur blanche que le soleil, mais en fait on se rend compte qu'il manque beaucoup de longueur d'onde. Donc concernant les spectres d'émission, il y en a de plusieurs types. Lorsque le spectre est continu comme ça, vous avez une influence de la température de l'objet sur ce spectre. À savoir que vous avez dû voir au quotidien que vous avez des objets, une fois qu'ils sont portés à une certaine température, qui se mettent à émettre spontanément de la lumière. Vous avez les plaques électriques qui, très chaudes, se mettent à émettre une couleur rouge, ou la lave. La lave qui n'est que de la roche au final, mais qui est portée à tellement haute température qu'elle se met à émettre une lumière de couleur rouge ou blanche en fonction de la température de la lave. Vous avez un exemple ici en dessous d'un corps qui a été chauffé à 3500 degrés et le même qui a été chauffé à 6000 degrés. Et on voit que dans le cas de 6000 degrés, son spectre a une plus grande proportion de bleu qu'à 3500 degrés. Donc, il se trouve que dans la nature, un objet qui émet une couleur rouge est en fait plus froid qu'un objet qui émet une couleur bleue. Vous avez des fois dans le ciel la nuit, on voit des étoiles qui ont l'air d'émettre une couleur rouge, qui en fait sont plus froides que d'autres étoiles dans le ciel qui émettent une couleur bleutée. Et donc, c'est ce que je vous montre ici, c'est-à-dire que lorsqu'on étudie un spectre, on peut regarder pour chaque longueur d'onde quelle est l'intensité qui nous est envoyée. Et en fait, plus la longueur d'onde la plus intense dans le spectre est élevée, plus en réalité l'objet d'origine est froid. Alors, quand on regarde plus en détail le spectre, comme le spectre du Soleil, on voit qu'on a un spectre continu au fond, mais on a aussi quelques couleurs qui nous manquent. On a des raies là obscures. Et bien en fait, autant le fond continu nous renseigne sur la température du Soleil, autant les raies nous renseignent sur la composition chimique de l'étoile. Je m'explique juste après. Lorsqu'on a étudié les éléments chimiques, portés à une certaine température, on prend un gaz composé d'un élément chimique pur, et on observe quelle couleur il émet. On se rend compte qu'en fait, il émet des raies très précises. Vous avez ici l'exemple du bismuth et en dessous de l'hélium. Et en fait, ces couleurs-là que l'élément émet est caractéristique de l'élément chimique. Le spectre du bismuth n'est pas le même que le spectre de l'hélium. Et ça nous permet en fait de savoir, en observant un spectre, de quel élément chimique nous avons affaire. Maintenant, on s'est rendu compte, là, on retrouve le spectre d'émission ici. Donc, vous prenez un gaz, vous lui apportez de l'énergie, voilà spontanément ce qu'il va émettre, ces fameuses raies là. Maintenant on fait l'inverse, on prend un gaz, le même, et on l'éclaire avec de la lumière blanche. Eh bien on obtient ce que vous avez en dessous, le spectre d'absorption là. Vous avez le spectre de lumière blanche et
vous avez quelques couleurs qui manquent. Le gaz a absorbé ces couleurs. Et ces couleurs qu'il absorbe, eh bien ça correspond exactement aux couleurs qu'il aurait émis si on l'avait chauffé spontanément. Hein, je ne sais pas si c'est très clair cette différence entre spectre d'émission et d'absorption, hein, vous le reverrez l'année prochaine. Mais voilà, en gros, hein, vous avez ces raies là qui sont caractéristiques d'un élément chimique. Et bien en fait, quand vous regardez les spectres du Soleil, là, chacune de ces raies nous renseigne en fait sur un élément chimique qui est présent dans le Soleil. Vous avez fait l'étude, hein, on sait notamment que certaines raies correspondent à l'hydrogène, d'autres à l'hélium. Voilà pour les informations qu'on peut obtenir grâce à un spectre d'absorption. Alors ensuite, on a complètement changé de sujet, hein, même si on était toujours dans l'optique, et on a parlé d'un autre phénomène, la réfraction. La réfraction, hein, c'est ce phénomène qui, lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, cette lumière va être déviée. C'est ce qui explique en fait un peu tous les mirages au quotidien, hein. Vous mettez un crayon dans l'eau et vous voyez ce crayon en apparence cassé ou déformé au passage de l'eau. Vous avez cette image là à côté d'un rayon lumineux qui en fait est dévié au moment où il atteint l'eau, hein. Cette réfraction de la lumière, donc on l'a étudiée en détail. Donc pour ça, on a introduit un certain nombre de termes, hein. On a par exemple parlé du dioptre, qui est la surface qui sépare deux milieux différents. On a parlé du rayon incident, donc qui était le rayon qui arrive, hein, et donc l'angle d'incidence, qui est l'angle entre ce rayon incident et ce qu'on appelle la normale, donc la perpendiculaire au dioptre. Et le rayon réfracté, qui est le rayon, l'angle entre toujours cette normale, hein, et le rayon réfracté. Et donc on vous a introduit un terme, l'indice du milieu. Alors vous verrez plus tard, en tout cas pour les scientifiques, à quoi ça correspond, hein. C'est vraiment pas compliqué, c'est bien dommage qu'on vous le dise pas cette année, ça aurait peut-être même simplifié la vie. Mais cet indice en gros va vous décrire à quel point un rayon va être dévié lorsqu'il arrive dans ce milieu. Donc par exemple l'indice de l'air est de 1 pour dire que l'air ne dévie pas du tout, ou presque pas, en fait c'est 1,00, ne dévie quasiment pas la lumière. Et donc on vous a parlé de cette loi de Snell-Descartes, hein, qui relie le rayon incident au rayon réfracté. Alors il y a deux lois en réalité, hein. La première loi dit que le rayon incident, le rayon réfracté et le rayon réfléchi font partie du même plan, hein. Les rayons font pas des trucs bizarres. Et la deuxième loi, finalement la plus importante, c'était ce fameux N1, l'indice du milieu 1, fois sinus I1, l'angle d'incidence, qui est égal à N2, l'indice du milieu 2, fois sinus I2, l'angle réfracté. Alors là, il est sous cette forme-là, à noter que ce I2, là, l'indice l'angle réfracté, est parfois écrit R. Sauf que souvent, R est pris pour le rayon réfléchi. Donc faites très attention aux données de l'exercice, hein. Parfois, R sera l'angle de réfraction, parfois cet angle sera appelé I2. C'est à vous de faire très attention et de lire attentivement le sujet. Voilà pour ça. Ensuite, on a parlé des lentilles. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'en fait cette loi de Descartes a été vraiment bien comprise, on s'est rendu compte qu'on pouvait fabriquer des objets qui nous permettaient de dévier les rayons lumineux exactement comme on le souhaitait. Ça nous a permis de fabriquer des miroirs, mais aussi des loupes, des télescopes, des microscopes et tout simplement vos lunettes. Hein, les lunettes sont la conséquence de cette loi de Descartes, hein, qui nous a permis en fait de créer, comme vous avez un exemple ici, hein, des objets qui nous permettaient d'envoyer les rayons là où on voulait qu'ils soient. Alors on distingue ce qu'on appelle les lentilles convergentes, comme vous avez ici, hein, c'est-à-dire des lentilles qui vont faire converger les rayons lumineux en un endroit, et les lentilles divergentes qui, elles, au contraire, vont les faire diverger. Donc là, nous, cette année, c'était les lentilles convergentes qu'on étudiait. Alors ces lentilles convergentes, hein, on a choisi de les représenter comme cela, hein, donc un segment avec une flèche à chaque extrémité. Et on définit pour cette lentille ce qu'on appelle un foyer image, le point F' là. Vous l'avez ici, ce point F', hein, c'est lorsque vous envoyez des rayons qui sont parallèles entre eux, eh bien ces rayons vont tous converger en un point. Ce point, on l'appelle le foyer image. Et pour des raisons que vous verrez également plus tard, hein, on définit le foyer objet, qui est en fait situé de l'autre côté de la lentille, exactement à la même distance du foyer de la lentille par rapport au foyer image. C'est-à-dire que là, la distance entre la lentille et le foyer image, vous avez une certaine distance, hein, par exemple 20 cm. Eh bien, ces 20 cm, vous les reportez de l'autre côté et vous avez le foyer objet. Le segment là horizontal, on l'appelle l'axe optique, et le centre de la lentille, on l'appelle le centre optique. Voilà pour les termes. Et ensuite, on a appris un peu à tracer là ces objets. Alors rappelez-vous de cette activité expérimentale qu'on a eue, où vous avez obtenu l'image de la lettre F là à travers la lentille, hein. Vous avez vu effectivement qu'on pouvait récupérer l'image de l'autre côté, hein, au travers de cette lentille. Et donc,
Et donc pour les dessiner sur une feuille, hein, on a 3 segments qu'on peut tracer facilement, hein. Vous avez, on va commencer par le rouge qui est le plus simple, hein. Alors, on ne peut pas facilement représenter l'image du point A. Il est sur le centre optique, hein, l'axe optique, on peut pas. Donc on choisit toujours de trouver où est l'image du point B. Et l'image du point A, bon, ben, c'est simple, hein, elle est à la verticale. Alors, le premier segment que vous pouvez tracer facilement, c'est cet axe rouge là. Le rayon qui part du point B et qui passe par le centre de la lentille n'est pas dévié. Donc il continue sur sa lancée. Ensuite, vous avez le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Lorsqu'il traverse la lentille, il converge vers le point F. Et ensuite, le dernier, c'est ce segment-là qui passe par le foyer objet, là, F. Lorsqu'il frappe la lentille, il ressort parallèle. Et vous voyez que les trois segments convergent en un point. Eh bien, l'image de votre objet, là, se situe ici. Le point B est là, et donc le point A' est à la verticale. Et enfin, pour finir, on a défini ce qu'on appelle le grandissement, hein. C'est la différence de taille entre l'image et l'objet, hein. C'est-à-dire que c'est défini par la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Et en fait, grâce un peu au théorème de Thalès, hein, on l'a fait très rapidement, on peut aussi dire ce grandissement, hein, il est égal à A'B' sur AB, il est aussi égal à la distance OA' divisée par la distance OA. Voilà, c'est tout pour ce très long chapitre, révisez bien, hein, parce que bon, ben, ça va être une des grosses évaluations de votre trimestre là. Accessoirement, je vous ai donné une feuille d'exercice pendant les vacances, hein. Bon, une me l'a fait, vous étiez invités à le faire tous, hein, donc je vous invite à vous entraîner pendant le week-end pour voir où sont les points que vous ne comprenez pas. Et moi, je vous dis à lundi pour le prochain cours et à mardi pour l'évaluation.